Bonjour à tous, vous le savez, Disney+ est sorti. Et du coup, Twitter s'est enflammé autour de deux vidéos, certaines montrant le changement de format des premières saisons des Simpsons, d'autres montrant des modifications qui ont été apportées à un film, Lilo et Stitch je crois. Bref, il y a eu un tollé sur Twitter à propos d'œuvres qui auraient été retouchées. Et comme c'est un sujet qui m'intéresse énormément, que j'ai pas mal théorisé, j'ai pas mal écrit dessus, j'ai écrit des grands livres qui sortiront. Je pensais donner mon avis sur le sujet, puis ensuite dire ce que je pense de ce que fait Netflix et Disney+. La retouche des œuvres cinématographiques, c'est une question qui est vraiment ancrée dans notre actualité et qui l'est d'autant plus depuis, on va dire une quinzaine d'années, d'autant plus que le cinéma c'est l'art le plus industrialisé au XXIe siècle et que du coup les films qui existent en plusieurs versions sont très nombreux. Aux considérations artistiques se mêlent de nombreux autres cas de figure, des films qui ont été perdus et qui ont été retrouvés des décennies après, des cinéastes en lutte contre les studios, un changement d'avis sur son œuvre, une incapacité des cinéastes à passer à autre chose, ou même une volonté, comme George Lucas par exemple, de faire de la remasterisation et de la réédition un mode d'exploitation naturel dans la vie d'un film. Hello there. You're not? What kind of talk is that? Quickly, they're on the move. Alors il y a plusieurs points de vue qui s'opposent. Le premier, c'est le point de vue très majoritaire, va préférer regarder les originales. Tu sais pas parler? Ou en tout cas des restaurations fidèles à l'original. L'autre point de vue, et c'est un peu plus rare mais ça existe, c'est celui qui va privilégier les retouches. Quand je dis retouches, je pense à ceux qui modifient complètement les éléments d'un film pour les réadapter aux normes de l'époque. Et avant de s'attarder sur le sujet, on va faire un peu de droit. Dans le droit français, le film c'est considéré comme la somme d'un travail créé en collaboration. C'est la somme de plusieurs auteurs qui sont donc protégés par des droits d'auteur. Les droits d'auteur englobent compositeurs, scénaristes, dialoguistes, metteurs en scène, et bien souvent, c'est le réalisateur qui a droit à son final cut. Et c'est pas du tout le cas dans le système américain où on pourrait presque parler de producer's cut. Parce qu'en Amérique, et bon, a fortiori à Hollywood, le réalisateur est considéré comme un employé du producteur. Au même titre par exemple que le monteur et le scénariste. C'est donc le producteur qui a tous les droits sur le film, droits d'auteur inclus, et qui peut donc bloquer, modifier, annuler des éléments du film s'ils ne correspondent pas à sa demande, s'ils ne correspondent pas à ce qu'il avait commandé. That girl is not in my film! It's no longer your film. Bon après il y a des règles beaucoup moins officielles que ça qui existent à Hollywood. Par exemple Michel Marie et François Thomas dans un bouquin qui s'appelle Le mythe du director's cut qui est excellent que je vous conseille, expliquent que quand un réalisateur signe avec un major qui est chargé de la production et de la diffusion du film, dans les petites lignes il est stipulé que le réalisateur aura droit à final cut s'il ne dépasse pas 110% du budget et 3 jours de retard sur le planning du tournage qui est prévu. Ça bien sûr, ça marche que si le réalisateur s'entend très bien avec le producteur. Il y a un exemple assez connu là-dessus, c'est celui de Michael Bay qui pour Pearl Harbor a demandé à Disney pour les dépenses supplémentaires de les prélever sur son propre salaire pour être sûr de ne pas dépasser les 110% de budget et donc pouvoir s'assurer son final cut. Ce qui ne fait qu'accentuer mon amour pour Michael Bay, j'avoue. Awesome pussycat. Awesome barbecue. Awesome pool. L'ami Ridley Scott, sur lequel on va revenir, a été interrogé là-dessus lors d'une interview et il a très bien résumé ça. Il n'a jamais vraiment été question de director's cut car je me dispute pas vraiment avec les studios en général, et eux non plus. Si ça arrive, on en discute et je sais comment gérer ça, comment couper pour être plus efficace et rendre les patrons heureux. Après tout, je viens de la pub. Voilà comment fonctionne le système de production américain, et on peut comprendre pourquoi, parce que la retouche des œuvres, ça peut être un énorme business. La première trilogie Star Wars que George Lucas a retouchée 150 fois, elle a cumulé par toutes ses ressorties vidéo plus de 250 millions de dollars. Vous imaginez, c'est ce que beaucoup de films rêveraient de faire au box-office. Steven Spielberg a eu droit à 2 millions de dollars pour rallonger et faire une nouvelle version de Rencontre d'un troisième type. Pareil pour l'Exorciste, Friedkin, on lui a donné 1 million de dollars pour qu'il sorte une nouvelle version, et comme ça, le film va ressortir en salle et rapporter encore des bénéfices. Cher? C'est un vrai business, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un business lié à l'artistique, parce qu'aucun de ces réalisateurs ne voyait leurs films comme étant finis. Ils les voient plutôt comme des œuvres en perpétuelle évolution, et ça c'est fascinant. Je vais encore vous citer quelqu'un, je vais vous citer William Friedkin, réalisateur de l'Exorciste, qui a été interviewé par Marc Moquin, un ami de Revue et Corrigé. Il y a toujours des nouveaux procédés, et sûrement très bientôt, les procédés numériques seront encore améliorés, et j'aimerais revisiter tous mes films quand cela arrivera si je suis encore en vie. Il y a des réalisateurs pour qui la retouche des œuvres, c'est une démarche d'auteur, et ça c'est très intéressant. Dès la première partie du XXe siècle, Abel Gance, il avait à cœur de retoucher sans cesse son Napoléon. C'est l'œuvre majeure de sa vie et il voulait juste pas la laisser partir, il voulait pas la laisser se terminer.
C'est normal, c'est très difficile pour un artiste de laisser s'échapper son œuvre et de se dire ça y est, elle ne m'appartient plus, je ne peux plus la modifier, elle appartient à un public. Friedkin c'était d'ailleurs le grand maître du genre parce qu'avec Le sang des châtiments, il a sorti un film qui est anti-peine de mort, qui correspondait à son idée politique de l'époque. Puis quelques années plus tard, le mec est devenu pro-peine de mort. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a remonté son film, qui était du coup un pamphlet anti-peine de mort, pour en faire un film pro-peine de mort. C'est un cas très extrême, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de cinéastes pour qui la retouche des œuvres est une démarche autorisante. Je vais vous mettre des liens et des exemples en description, parce que pour moi c'est vraiment très intéressant comme sujet. Donc voilà, maintenant que tout ça a été dit, on peut parler de Disney+. You have magic. Disney+ et Netflix, parce qu'il me semble que Netflix a eu un peu le même procédé en coupant quelques blagues de South Park, je crois. Et donc Disney avec les Simpsons, avec ses changements de format, avec ses modifications un peu insidieuses, un peu perverses au sein des œuvres. Alors déjà, ça prend vraiment le spectateur pour un imbécile, parce que ça part du principe que le spectateur de 2020 est trop con ou trop blasé pour regarder une série ou un film en 4/3, donc il faut l'étirer en 16/9, quitte à niquer des vannes et évidemment à niquer la qualité du programme, parce que bouleverser tout un format c'est vraiment particulièrement dégueulasse. Tenez, on va prendre un exemple, je vais prendre un film en 4/3, je vais le recadrer en 16/9. Vous voyez ce que ça donne, c'est horrible, et le souci c'est qu'on perd énormément d'informations. On avait le moment dans Lilo et Stitch où la gamine se cache dans un four. Bah, Disney a complètement viré le four et l'a remplacé par autre chose. Ça paraît comme étant un petit détail, mais du coup l'œuvre n'est plus la même. Et c'est là le gros problème avec Disney+, c'est qu'ils se permettent non pas de modifier les films selon une volonté d'auteur, mais ils se permettent de modifier les films seulement selon ce qu'ils considèrent comme étant politiquement acceptable. Ils changent des films en fonction de ce qui correspond mieux à leur définition de l'époque. Parce qu'il faut rappeler que toutes les modifications qu'on a évoquées avant avec Star Wars, avec l'Exorciste, etc., elles sont que l'œuvre du réalisateur et elles sont la continuité logique de son statut d'auteur. Là, avec Disney+, on est totalement dans un autre cas de figure. Mais surtout, il y a une grande question d'éthique. Modifier un film, c'est quelque chose de profondément politique. Même des petits détails comme ça, je sais ce que vous allez me dire, oh ils ont viré un four, ça va, tu vas te calmer. Non, tu changes une œuvre, ça veut dire que tu censures l'œuvre selon un certain type de pensée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les films doivent être dans ce que Disney juge être le bien, que pour l'instant c'est qu'un four un peu éclaté, mais ça ouvre la porte à des changements énormes, ça ouvre la porte à toutes les dérives possibles, des changements politiques avant d'être artistiques, et je trouve que ça témoigne d'un profond manque de respect envers les œuvres du catalogue de Disney+. Yes, I bet you have. Oh, Oscar. Yes, I bet you have. Finalement, l'enjeu principal de la retouche des œuvres, ça a toujours été le public. Ce même public qui hurlait quand George Lucas retouchait ses œuvres, alors que finalement c'est la volonté de George Lucas et il fait ce qu'il veut parce que Star Wars lui appartient, mais qui se retrouve actuellement prêt à défendre Disney+ corps et âme parce que oh, c'est pas grave, c'est juste un four. Et le danger, c'est que maintenant Disney+, Netflix, c'est les moyens de diffusion dominants. Si Netflix transforme maintenant un film qui est sorti il y a 5 ans, 90% du public ne va voir le film que par Netflix, et donc 90% du public ne va pas voir la vraie version du film, mais une version Netflix. Du coup, l'enjeu principal de ce genre de débat, pour moi, c'est vraiment l'information au public. On est à l'heure d'Internet, tout se sait, tout peut se savoir très vite, il faut juste avoir conscience que Disney et Netflix ont le pouvoir de prendre des films, de les modifier en profondeur ou dans les détails, mais de les modifier pour ensuite les faire passer pour des originaux. C'est ça qui est très grave et c'est ça qui est très important. Du coup, pour moi, vraiment, l'enjeu de ce genre de débat, c'est l'information au public. Et je pense que plus on est nombreux à soulever ce genre de points, mieux c'est. Pour ceux qui veulent creuser le sujet, je vous ai mis tous les liens en description. N'hésitez pas à regarder et à me donner votre avis dans les commentaires. Moi, je serais très curieux d'ouvrir un petit débat sur le sujet. Je vous dis salut à tous, à bientôt. Ciao.